l'idée centrale du convivialisme, sur laquelle se réunissent des gens très connus d'ailleurs, hein, de bords intellectuels idéologiques très différents, c'est un spectre politique quand même très important. Ça va de la gauche au centre droit, comme je le disais tout à l'heure. Et le seul fait de réunir des intellectuels sur un texte commun, c'est quand même un livre commun, c'est déjà assez extraordinaire. C'est quand même une espèce qui est plutôt narcissique généralement, comme les artistes d'ailleurs, hein, qui sont un peu sur leur quant à soi. Donc ça, c'est vraiment bien. Et ce qui les a réunis, c'est la certitude que ce qui nous manque le plus aujourd'hui pour affronter le néolibéralisme, pour essayer de sortir d'un monde qui devient totalement délétère, ce qui nous manque le plus, c'est un consensus sur les principes d'une philosophie politique alternative au néolibéralisme. Avec l'idée que tout le monde est plus ou moins héritier d'idéaux communistes, d'idéaux socialistes, d'idéaux libéraux, d'idéaux anarchistes, chacun les combinant avec des restes de religion, etc. Mais tout ça, ça ne fait pas le poids. Ça ne fait pas le poids face à la force du simplisme de l'idéal néolibéral qui consiste à dire simplement la seule chose qui intéresse les humains, c'est de gagner de l'argent. Le reste, on s'en fout. Voilà. Et on va bâtir toute la société sur ce principe-là. Alors, on essaie d'opposer à ça une autre vision, qui n'est pas une vision idéaliste. Et l'autre vision, c'est ce que je disais ce matin, elle s'enracine dans l'anthropologie, dans ce que nous apprend toute l'étude des sociétés archaïques, ou passées, ou l'histoire, d'ailleurs, tout simplement. Et à certains égards, la littérature et l'art aussi. Et ce qu'elle nous enseigne, c'est que, en fait, le principal moteur des activités humaines, c'est le désir d'être reconnu comme des donateurs. Alors là, je fais le lien avec ce que découvre Marcel Mauss dans l'essai sur le don en 1925, dans lequel il rassemble tout le savoir ethnologique de son époque, pour dire, mais au départ, les sociétés humaines ne reposent pas sur le marché. Elles ne reposent pas même sur le contrat, même sur l'échange, elles reposent sur ce qu'il appelle la triple obligation de donner, recevoir et rendre. Alors ce mot don, il est terriblement compliqué à manier, parce que ça peut évoquer immédiatement la pure charité, l'oblativité générale, le désintéressement radical. C'est pas du tout ça que découvre Marcel Mauss. Il découvre un ressort des rapports humains qui est profondément complexe et ambivalent. C'est ce qu'il dit lui-même, c'est un hybride. C'est un hybride de motifs, c'est dans tous nos actes, et notamment dans le don. À la fois, il entre de l'intérêt personnel, y compris de l'intérêt de reconnaissance, mais aussi de l'intérêt matériel. Mais en même temps, il y a une véritable ouverture à l'altérité, il y a un intérêt pour les autres, il y a de la sympathie, il y a de l'empathie, et puis il y a de l'obligation sociale, tout ça c'est régi, il y a des circonstances, il faut qu'on donne des choses à un tel. Et puis il y a aussi une part de créativité, ce que développe principalement le monde artistique, bien sûr. Et je le disais tout à l'heure, le don, il est ambivalent, il peut être aussi bien don de vie ou don de mort. Si on n'est pas reconnu comme donateur de quelque chose de positif, on voudra bien être reconnu comme donateur de mort, éventuellement. Le djihadisme fonctionne comme ça, fondamentalement. On sort d'une société où on n'est pas reconnu, on va être reconnu comme donateur de mort. Donc, là, on est au cœur du problème que vous souleviez. Qu'est-ce qu'il y a d'humain dans l'humain à préserver ? Le défi essentiel, c'est de faire surmonter, de faire triompher plutôt la dimension prosociale, la dimension d'entente ou d'harmonie, de paix, sur les pulsions meurtrières qui passent aussi par le don d'une certaine façon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le triomphe du néolibéralisme, qu'on peut caractériser comme l'idéologie du capitalisme rentier spéculatif, l'idéologie qui légitime que la spéculation soit légitime, qui légitime qu'elle soit recommandée, qu'elle soit possible, qui légitime les paradis fiscaux, les golden parachutes, etc., etc. Il faut comprendre cette idéologie, elle s'est élaborée petit à petit, contre ce qui dominait dans les années encore 50-60, à savoir le keynésianisme. Ça a été le fruit d'intellectuels réunis dans le cadre de la Société du Mont Pèlerin, qui ont mis en place une machine de guerre intellectuelle. Alors, derrière, dans cette histoire du convivialisme, il y a l'idée que, bien sûr, dans les luttes sociales, l'argent, ça importe considérablement, les armes, ça importe, la possession des médias, ça importe, mais au bout du compte, les idées, ça importe également. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc, pour l'instant, nous, ce qu'on fait, c'est un travail sur les idées, en disant ce que les néolibéraux ont réussi à faire dans le cadre de la Société du Mont Pèlerin, avec l'appui de fondations américaines importantes, Fondation Heritage, etc., il faut le faire d'un point de vue plus humain. Et déjà faire un travail sur les idées. Alors, je crois que ce travail sur les idées,
Je trouve qu'il n'est pas trop mal fait dans le cadre du second manifeste convivialiste. En tout cas, il y a un accord sur des modalités qui permettent de refonder l'idéal démocratique. Mais cela étant, il est évident que si ça reste une affaire d'intellectuel et un travail purement conceptuel, ça n'aboutira strictement à rien. Donc à partir de là, il faut que ces idées puissent essaimer dans tout un ensemble de milieux susceptibles de se les approprier. C'est un petit peu le cas. Parmi les signataires, il y a des gens de tous les réseaux de l'économie sociale et solidaire, il y a des gens de tout un ensemble de réseaux citoyens. Mais ça reste quand même petit, si vous voulez. Et ce qui me frappait dans la réunion à Arles, c'est qu'il y a d'autres réseaux dans le cadre de la réunion Agir pour le vivant, que moi je connais très peu, et qui ne sont pas en lien avec les réseaux mobilisés dans le cadre du convivialisme. Et pourtant, tout le monde cherche à peu près la même chose. Voilà. Complètement. Voilà. Donc il faut absolument réussir à faire converger toutes ces initiatives qui vont dans le même sens fondamentalement. Il faut surtout, et c'est ce qui vous concerne, il faut réussir à mobiliser le monde artistique là-dessus. Parce que si les artistes ne s'en emparent pas, c'est les seuls qui soient capables de traduire des idées en sensations, en représentation, en émotions. Si on ne déclenche pas des émotions, rien ne se passera. Quand on vit dans une société où la seule valeur reconnue, c'est l'argent, ça crée une frustration vertigineuse, puisqu'on l'a bien vu dans le mouvement des Gilets jaunes. Il y a eu des revendications matérielles pour des gens qui, effectivement, étaient en manque même de sommes tout à fait élémentaires. Mais ça s'est prolongé, pourquoi? Parce qu'ils ont eu le sentiment d'un déni de reconnaissance absolu, l'impression d'être victime d'un mépris abyssal, d'une ignorance. Bon. Et c'est presque inévitable. Si les seules personnes reconnues sont celles qui possèdent le plus d'argent possible, les autres ont l'impression qu'ils sont considérés comme des moins que rien. Bon. Donc il faut absolument pluraliser les modes de reconnaissance, les sphères de reconnaissance, qu'on puisse être reconnu à la fois comme artiste, comme écrivain, comme sportif, comme militant associatif, ou comme bonne cuisinière, ou comme bon cuisinier, ou n'importe quoi. Et que tout ça, ça ait autant d'importance que le seul fait de gagner de l'argent. Et les sujets humains veulent être reconnus comme donnant quelque chose, comme des donateurs, ils veulent voir reconnue leur générosité, dans quelque domaine que ce soit. Mais j'ai ajouté discrètement ou voir reconnue leur créativité. Et là, ça renvoie à un autre domaine qui n'est pas exactement celui du don qu'analyse Marcel Mauss. Le don dont parle Marcel Mauss, c'est un don d'alliance. C'est un acte proprement politique qui transforme les ennemis en alliés. Ça fabrique des sociétés. Mais il y a une toute autre dimension du don sur laquelle travaille notamment la philosophie phénoménologique allemande. Et les Allemands parlent de donation. Alors ça crée des confusions d'ailleurs. De donation, pourquoi? Parce qu'en allemand, pour dire il y a quelque chose, on dit es gibt. Ça donne quelque chose. Et donc il y a cette idée qu'il y a quelque chose qui nous est donné. Le monde nous est donné, la vie nous est donnée, le cosmos nous est donné, l'air nous est donné, et on pourrait dire l'inspiration nous est donnée. C'est ça qui concerne le monde artistique. Un certain sentiment de la grâce ou de l'esthétique. Ça nous est donné, c'est donné par personne en particulier, à personne en particulier. Mais c'est quand même comme si c'était un don. Vous voyez, c'est cette articulation complexe entre don et donation. Donc je compléterai ma formulation de départ. Les humains veulent être reconnus comme des donateurs, et comme participants de la donation, comme participants du mouvement de la vie même, ou de la créativité, de la création. C'est vraiment ça l'enjeu fondamental. Modifier la hiérarchie des valeurs et faire reconnaître qu'il y a d'autres valeurs plus importantes ou aussi importantes que le seul fait de gagner de l'argent. Et c'est pas utopique, après tout. Les sociétés humaines ont fonctionné comme ça pendant très longtemps. Alors, les autres valeurs qui étaient reconnues n'étaient pas toutes exaltantes. Ça va être la valeur du guerrier, massacrant des peuples entiers, la valeur des conquérants, mais c'est aussi la valeur des artistes, bien sûr, des peintres, des musiciens, des écrivains. Quand on se rappelle ce qu'était Victor Hugo qui revient à la mode, Notre-Dame de Paris, c'était une gloire divine. Enfin, Parlons pas de Johnny Hallyday, bon, sur lequel j'aurais plus de réserve. Bon. Effectivement, je parlais tout à l'heure je caractérisais notre société comme une société de totalitarisme à l'envers. Une société parcellitaire qui réduit absolument tout en parcelles, et notamment qui réduit le temps en parcelles, en parcelles d'instantanéité. Alors, dans le monde boursier, c'est évident. Au dixième de seconde près, on fait fortune et on perd son argent. C'est hallucinant. Bon. Et donc, mais au-delà du monde boursier, toute la vie fonctionne comme ça, une espèce d'exigence d'immédiateté absolue. Donc, en effet, il faut retrouver un sens de l'épaisseur du temps, en quelque sorte, mais donc sortir de la réduction du temps à l'instant, mais il faut prendre
bien évidemment en compte le passé, certains passés. C'est ce que je fais d'ailleurs en parlant du don, en prenant modèle ou inspiration dans les sociétés archaïques. Voilà. Mais je crois que l'essentiel, c'est quand même surtout d'être tourné vers l'avenir. Oui, complètement. Tourné vers l'avenir, c'est-à-dire de ne pas ressasser. Je dis ça parce qu'on va monter quand même beaucoup de choses qui sont légitimes à des tas d'égards. J'en parlais hier avec des intervenants qui disent bon, mais Black Lives Matter. Oui, c'est fondamental. Bien sûr, il faut déconstruire le racisme, bien sûr, il faut déconstruire le patriarcat, etc. Mais l'important, c'est de ne pas le faire dans une optique de ressentiment, de règlement de compte généralisé, mais dans une optique de construction d'un avenir comme impossible. C'est ça. Donc, regardez plutôt vers ce qu'on peut bâtir que vers ce qu'il faut détruire ou reconstruire. Cette question du don, qu'on peut exhumer grâce à Marcel Mauss, qui est quand même singulière, parce que c'est un travail qu'on mène depuis 40 ans, dans le cadre de la revue du Mauss. Et quand on a commencé à parler de don, tout le monde nous a regardés comme des hurluberlus. Parce que le don, à certains égards, c'est le refoulé par excellence de la modernité. Parce que le don semblait réservé aux aristocrates, à la monarchie ou à l'Église. Donc ça a été mis sous le boisseau. Et pourtant, les rapports humains sont des rapports de don contre don. On ne peut se reconnaître comme des personnes dans notre singularité qu'à travers des relations de don. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que cette relation de don a été totalement structurante des sociétés, réellement et imaginairement ou symboliquement pendant très très longtemps. Mais elle n'a pas concerné seulement les relations des humains entre eux. Elle a concerné leurs relations aux esprits, au monde animal. Toutes les sociétés archaïques ont fonctionné dans cette certitude qu'il y avait des esprits, que le monde était animé par des esprits, qu'il y avait l'esprit de la rivière, un esprit de la montagne, un esprit des rochers, on détendait des rochers, on parlait à une pierre, et a fortiori un esprit du monde animal. Donc on n'avait pas le droit de prélever, notamment dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, de prélever une vie animale sans rendre hommage au monde animal, et sans dire qu'on allait rendre quelque chose. Je ne sais pas très bien ce qu'on allait rendre. Voilà. Donc ça, c'est quand même la croyance qui a imprégné l'humanité pendant la plus grande partie de son existence. Nous ne pouvons plus être animistes au sens traditionnel du terme, pour des tas de raisons. On ne peut pas renoncer à tout ce que la science a apporté. Mais malgré tout, on voit bien, par exemple dans le monde animal, jusqu'à il y a 10 ans, on considérait, ça arrangeait tout le monde pendant des siècles, que les animaux ne souffraient pas. Que donc on pouvait les abattre sans aucun problème, puis ils ne souffraient pas. Ils n'avaient pas conscience de la mort, ils ne souffraient pas, ils n'avaient pas peur, c'était uniquement de la matière. Bon. On ne peut plus tenir cette position, mais ça ne fait que 10 ans qu'on ne peut plus la tenir, grâce notamment aux travaux de France de Waal. Et alors, par exemple, son livre « De la réconciliation chez les primates », je le considère comme un magnifique traité sur le don dans les sociétés de singes. Il y a à la fois tous les complots pour le pouvoir, et ils passent leur temps à se faire des dons d'épouillage, à s'épouiller les uns les autres pour se réconcilier, pour montrer leur amitié. Je pense qu'il faut généraliser ces découvertes et réapprendre à nous rapporter non seulement au monde animal, mais aussi au monde végétal, au monde naturel, comme le faisaient les sociétés archaïques, en leur prêtant une forme ou une autre de subjectivité. Alors, est-ce qu'il y a réellement la subjectivité? À quel degré? On peut en discuter pour des tas d'animaux, etc. Mais je pense que même pour nous, c'est fondamental de faire comme si les animaux étaient des donateurs, recevaient nos dons, on pouvait faire un contre-don. On n'est pas en extériorité par rapport à la nature, on fait partie de cet ensemble, de même que les humains sont liés les uns aux autres, entre autres par des relations de don et de contre-don, pas seulement, il y a aussi le marché, etc. Et bien, notre relation au monde animal passe aussi par des relations de don contre-don, pour le meilleur et pour le pire.